Bonjour à toutes et à tous. Merci donc aux organisateurs de m'avoir invité à intervenir dans ce colloque. Je sais que dans les milieux naturalistes, cette question du rapprochement de la Bourgogne et de la Franche-Comté a suscité quelques débats. Alors je voudrais vous dire que, en fait, ayant un grand-père franc-comtois, un père bourguignon et une mère morvandelle, je suis un hybride à peu près viable et même fécond. Ce qui veut dire que quand même, ça peut se faire de se rapprocher. Et c'est même un hybride qui survit à la vie parisienne, ce qui prouve qu'il a une certaine robustesse. Voilà, donc de quoi je vais vous parler? Eh bien, de ce ménagement, parce que j'aime bien réhabiliter ce vieux terme. Et quand j'aime embêter les gens qui font des ponts, des routes et autres, je leur dis que le A de aménagement est privatif. Donc il faut non pas aménager, mais il faut ménager. Et puis, mon intervention va faire écho à ce que ceux qui ont écouté Bruno David hier matin a commencé et même a largement développé, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on ne comprend pas tout. Et il a même effectivement affirmé qu'il fallait renoncer, que la complexité de la nature était telle qu'il fallait même faire un constat qu'on n'y arriverait jamais à comprendre suffisamment les choses. Et par rapport à ça, effectivement, le risque est parfois de dire bon, ben, il faut attendre. Et parfois, d'ailleurs, quand on discute avec des politiques, on a un peu cet argument de dire bon, ben, écoutez, quand vous y comprendrez quelque chose, vous reviendrez nous voir, quoi, hein, bon. Et donc, c'est ça que je voudrais, disons, réfléchir avec vous, c'est-à-dire reconnaître ces incertitudes, admettre qu'elles vont nous accompagner pendant longtemps, et néanmoins tracer des pistes pour agir et pour introduire la notion de stratégie sans regret, c'est-à-dire de choses que de toute façon il faut faire, quelles que soient les incertitudes. Et je dirais, pour prendre un exemple, que le climat se réchauffe ou se refroidisse, eh bien, voir quelles sont des choses qui, de toute façon, sont de bons investissements. Voilà donc un petit peu le fil conducteur de cette intervention. Alors, deux temps dans cette progression. Tout d'abord, revenir sur cette notion des incertitudes, et puis ensuite discuter un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce que les incertitudes? Je vais les introduire sur le fait que parfois, quand on se pose la question de à quoi sont soumis les êtres vivants, on commence souvent par une approche un peu monofactorielle et déterministe. On dit, ben voilà, le réchauffement climatique, par exemple, eh bien, on va mettre des morceaux de coraux dans un aquarium, on va chauffer, puis on va voir à quelle température les xanthelles, donc symbiotiques, vont quitter les coraux, et on fait comme ça. Et la littérature scientifique est pleine de l'effet de machin sur truc. Et effectivement, on a cette approche un peu simple et monofactorielle. Et je voudrais qu'on passe doucement, d'une part, à cette idée que on n'a pas une seule pression qui agit, mais un ensemble de pressions, et que, et ça on en a parlé abondamment hier, les êtres vivants sont eux-mêmes reliés, c'est ce qu'on appelait le tissu du vivant, et donc effectivement, on va avoir un modèle dans lequel on a une interaction entre deux systèmes dynamiques, un système de pression, avec des interactions entre pressions, et puis un système de réponse qui est le système biologique, et qu'en plus, il y a des rétroactions, et donc, effectivement, ce qui crée beaucoup d'incertitudes sur le comportement du système. Donc ça va être un peu la première partie. Alors, système de pression, ben, d'abord parce que on sait bien, effectivement, qu'il y a déjà une incertitude sur l'ampleur du réchauffement, hein, et donc, on sait bien à peu près prédire ce qui se passe sur les êtres vivants lorsqu'on est dans les 2, 3, 4 degrés. Et on l'a vu hier avec Bruno David. On voit bien que quand on rentre dans des températures, disons que l'homme et même depuis plusieurs centaines de millions d'années, on n'a peut-être pas vu, ben là on rentre dans le grand inconnu. L'autre chose, c'est qu'effectivement, les températures moyennes, ben ça nous
renseigne pas énormément. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on va avoir des phénomènes extrêmes et que souvent ces phénomènes extrêmes peuvent avoir un rôle beaucoup plus important. Il va de soi qu'effectivement, même si le débit moyen des rivières augmente, le fait qu'il y ait des épisodes d'assec suffit à éliminer l'essentiel de la faune piscicole et qu'ensuite, le temps que ça soit reconquis, ça peut prendre un temps énorme. Et puis en plus, vous savez qu'en écologie, ce qu'on appelle l'écologie des perturbations, eh bien, on sait aujourd'hui que toutes ces perturbations ne sont pas forcément défavorables, autrement dit qu'il y a des perturbations moyennes qui peuvent contribuer à la dynamique des systèmes. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, quand le climat change, il y a des tas d'autres choses qui changent, des tas d'autres paramètres auxquels on fait peut-être beaucoup moins attention, mais qui peuvent avoir des conséquences assez importantes sur la biodiversité. Si on regarde par exemple une forêt ou une prairie, eh bien on sait qu'au moins dans une certaine limite, une augmentation de température, c'est plutôt favorable à la croissance des végétaux, s'il y a une certaine augmentation du gaz carbonique, là aussi dans une certaine limite, c'est plutôt favorable à la croissance des végétaux. Pardon, excusez-moi, mais que par contre, effectivement, si on a une augmentation de l'acidité des sols ou une augmentation des sécheresses, c'est plutôt des signaux défavorables. Et donc la question de la résultante de ces différents facteurs n'est pas si évidente à prédire. L'autre exemple dont on parle peu, c'est qu'on a beaucoup parlé du trou d'ozone dans la stratosphère. Et là, on avait une diminution de la couche d'ozone. On parle moins de l'augmentation de l'ozone dans la couche basse, qu'on appelle la troposphère, donc là où vivent les êtres vivants. Or, effectivement, on voit bien qu'on a des pics de plus en plus importants. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que, vous le savez, l'ozone est un oxydant puissant. Et hier, on parlait, vous vous rappelez, de ce qu'a raconté François Le Tourneux sur ces petites fourmis qui émettent des phéromones d'alerte pour dire qu'elles sont en train de se faire agresser. Et on sait qu'il y a toute une signalétique dans la nature de circulation de ces molécules volatiles qui jouent un rôle dans les échanges entre les êtres vivants. Et ça, c'est des composés volatiles qui sont très oxydables. Ce qui veut dire que cette augmentation de l'ozone troposphérique peut très bien, brouiller les signaux qu'échangent les êtres vivants pour effectivement s'adapter à leur milieu. Et ça, on ne le sent pas, nous, parce que même si on sait que les humains sont sensibles à certaines phéromones, mais effectivement, on ne fait pas attention à ça, alors que pour certains êtres vivants, c'est des repères extrêmement importants. Un autre exemple que je voudrais vous donner, c'est qu'on sait que le réchauffement climatique va de pair avec une certaine acidification des milieux océaniques. Et on s'est intéressé à ce fameux poisson clown qui est maintenant célèbre avec les films de Disney, et plus précisément à la larve du poisson clown, puisque le poisson clown, il se cache dans des anémones de mer, mais quand il se reproduit, les larves se baladent dans le milieu et doivent retrouver assez rapidement une anémone de mer pour se protéger. Et alors les scientifiques, qui sont toujours pleins d'imagination, ont dit tiens, on va regarder avec un tunnel de stimulation, est-ce que effectivement, quand on fait passer de l'eau dans laquelle il y a eu des anémones de mer, est-ce que ça attire les poissons clowns? Et on voit effectivement que les petites larves se rapprochent. Et puis on fait varier de 0,1 unité pH l'eau de mer. Et on se rend compte que les petites larves ne sont plus sensibles à l'odeur des anémones de mer. Autrement dit, ce petit delta, vous voyez, suffit là aussi à perturber la signalétique des êtres vivants. Autre chose, toujours sur le système de pression, ça vous le savez, c'est que les changements climatiques n'arrivent pas sur une nature en parfaite santé. Autrement dit que toutes les fameux 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est-à-dire les pollutions, la dégradation des habitats, les introductions d'espèces, la surexploitation, sont déjà à l'œuvre. Et donc ça veut dire qu'effectivement, ça va se surimposer à des situations déjà problématiques. Alors quelques exemples là aussi de ces pollutions diffuses auxquelles on ne pense pas mais qui peuvent jouer un rôle. Vous savez que dans les grands lacs africains, il y a un groupe de poissons qu'on appelle les cyclidés, que les gens qui aiment bien les poissons d'aquarium recherchent beaucoup parce que c'est plein de jolies couleurs. Mais plus exactement, c'est les mâles qui ont des belles couleurs. Les femelles qui, effectivement, parfois doivent protéger des nids, eh bien, sont plutôt de couleurs assez ternes. Et pourquoi ces mâles ont de belles couleurs? Ce n'est pas pour faire plaisir aux acariologistes. C'est parce qu'effectivement, comme toutes ces espèces vivent ensemble dans le même milieu, ce sont des signaux de reconnaissance sexuelle pour les femelles. Autrement dit, vous savez que dans beaucoup d'espèces, le mâle est assez peu sélectif. C'est souvent la femelle
qui détient les signaux de reconnaissance de l'espèce. Vous prenez, disons, un canard, eh bien, quand il voit une canne, il va commencer à lui faire des approches. Vous lui présentez un parapluie qui ressemble un peu à une canne, il va lui faire les mêmes approches. Donc, effectivement, ce sont souvent les femelles qui détiennent les signaux de reconnaissance pour des raisons évolutives qu'on comprend bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces grands lacs africains ? Eh bien, on a développé beaucoup l'agriculture, et donc, du coup, il y a des flux plus importants de nitrates qui arrivent dans ces eaux, et ça déclenche effectivement des proliférations d'algues. Et donc, ça devient effectivement un milieu assez opaque, et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que les espèces se mettent à s'hybrider. Autrement dit qu'effectivement, n'ayant plus la reconnaissance, ou en tout cas ayant du mal à reconnaître dans cette purée de pois les mâles de la bonne espèce, eh bien, on voit apparaître toute une série d'hybridations avec éventuellement des conséquences qui font que ces hybrides peuvent être assez viables, mais sans doute moins fertiles que les espèces pures. Donc ça aussi, c'est un petit signal auquel on ne pense pas, mais qui peut suffire à déconcerter les êtres vivants. Un autre exemple, effectivement, sur lequel on insiste moins, c'est que partout sur la France et sur l'Europe, il pleut de l'azote. Il pleut de l'azote actif, c'est-à-dire de l'ammoniac et du nitrate, et qu'on soit effectivement en pleine zone d'élevage ou en plein espace protégé. Vous avez ici la carte, le plus c'est bleu, le moins il y en a, et le plus c'est rouge, le plus il y en a. Et vous voyez effectivement que sur l'ensemble de la France, il y a des hotspots effectivement pour l'ammoniac, mais pour les nitrates, il en pleut à peu près partout. Et ça, on sait effectivement que cet enrichissement de l'atmosphère en azote et des pluies, eh bien, ça va favoriser un certain nombre d'espèces végétales nitrophiles, mais ça peut effectivement aussi poser des problèmes. Et vous avez dans cette zone du Morvan quelques populations résiduelles de moules perlières, la fameuse moule perlière, mais on sait effectivement que ces larves sont extrêmement sensibles à des taux de nitrate de l'ordre de quelques milligrammes par litre. Or, nous, on sait que 50 mg par litre, on est confortable avec ça dans l'eau de boisson. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça veut dire que dès qu'on a commencé à intensifier, c'est-à-dire pratiquement dès les années 30, où on a commencé à importer davantage d'engrais, eh bien, effectivement, on a vu ces populations se casser la figure. Alors, se casser la figure, effectivement, je voudrais vous donner un exemple. Hier, Bruno David a donné des exemples d'exploitation colossale avec les tas de crânes de bison et autres. Ça, c'est un exemple, effectivement. Alors, vous voyez ici, vous avez une gravure d'autrefois qui représentait la Vologne, donc cette rivière des Vosges de triste renommée, hélas. C'était une rivière qui était, vous voyez, il y a une espèce de corne d'abondance avec des moules perlières qui coulent de la rivière. Eh bien, regardez, Marie de Médicis s'est fait faire pour le baptême de son fils une robe dans laquelle il y avait 32 000 perles de moules perlières. Et comme le taux de perles utilisables, c'est à peu près une moule sur 1000, ça veut dire que pour ce baptême du fils de Marie de Médicis, on a dézingué, vous voyez, à peu près 32 millions de moules qu'on a ouverts pour lui faire cette robe de baptême. Donc effectivement, voilà un autre exemple effectivement d'exploitation assez monstrueuse des ressources naturelles. Alors, et ça veut dire donc qu'effectivement, il ne faut pas se dire les changements climatiques, c'est un truc de plus, c'est le 5e cavalier de l'Apocalypse. Il faut se poser la question de la manière dont ça va agir, non pas tant directement qu'indirectement. Je prends un exemple. Vous savez que dans une rivière, si vous avez une certaine quantité de polluants et que le débit diminue, ça veut dire que la concentration du polluant va augmenter. Et on sait en plus que pour beaucoup de polluants, eh bien, la toxicité augmente avec la température. Or, effectivement, quand vous avez un poisson qui est dans la rivière et que la température augmente, il a moins d'oxygène, ce qui veut dire que sa capacité de détoxifier va diminuer. Et vous voyez qu'effectivement, cet effet via l'interaction entre la température et la pollution va être effectivement beaucoup plus important que... Ça veut dire qu'il y a des tas d'endroits où un poisson pourra parfaitement s'adapter si l'eau est d'excellente qualité jusqu'à des températures de 25, 27, 30 degrés, alors que s'il y a ce cocktail polluant, sa température d'adaptation maximale sera beaucoup plus faible. Et donc, effectivement, il faut se poser cette question de ces interactions. Et puis, pour terminer sur ce système de pression, eh bien, notre chère espèce humaine va elle aussi, effectivement, percevoir ces signaux et développer des stratégies d'adaptation.
mais stratégie d'adaptation dont le but est d'abord de s'adapter en tant qu'espèce humaine. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que ces stratégies d'adaptation humaines, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont avoir comme effet rétroactif? Je vous prends un exemple. Hein. Voilà deux cartes qui essayent de prédire la migration, la modification de la faune des poissons marins en fonction de la température. Et on sait, on a donné des exemples hier, on sait que beaucoup d'espèces sont en train, lentement mais sûrement, de migrer vers des eaux plus fraîches. Ce qui veut dire que si vous allez à la criée à Concarneau, ben vous verrez des mérous, vous verrez des espèces effectivement qui étaient beaucoup plus sur le long des côtes marocaines de l'Atlantique, hein, et ces espèces migrent. Et alors effectivement, aux premières réactions des pêcheurs, chouette, on va pouvoir pêcher des mérous. Hein, sachant que les espèces qui pêchaient jusqu'à maintenant sont en train de migrer vers le nord. Et effectivement, si on se met à exploiter ces migrants, alors vous me direz, il y a d'autres migrants qu'on exploite, mais c'est un autre sujet. Mais si on se met à exploiter ces nouvelles ressources en disant, chouette, c'est une nouvelle ressource, vous voyez qu'on peut effectivement avoir des stratégies d'adaptation humaine qui peuvent être extrêmement défavorables à l'adaptation de la biodiversité. Donc voilà pour mon système de pression. Alors venons-en effectivement à la réponse de l'écosystème, c'est-à-dire le fait que les êtres vivants ne répondent pas indépendamment les uns des autres, mais sont reliés. On a vu de très beaux exemples hier. Et alors je ne résiste pas au plaisir de vous refaire en images la petite histoire des Aléoutiennes qu'a raconté François Le Tourneux hier. Puis pour ceux qui n'étaient pas là quand même, j'aime bien le faire parce que c'était un exemple que Robert Barbeau, qui nous a quittés, aimait beaucoup souligné. Donc effectivement, c'est ce modèle dans lequel il y a d'un côté des loutres de mer qui mangent des oursins, et les oursins mangent les algues, mais ces champs d'algues permettent la reproduction des poissons. Et puis effectivement, les poissons, ils sont mangés par des phoques ou des otaries, et puis de temps en temps, il y a des orques qui se payent ces phoques et ces otaries. Et donc les pêcheurs s'installent là-dessus et ils pêchent. Et voilà ce qui se passe, hein. Donc, diminution du stock de poissons, donc diminution du stock d'otaries. Les orques, n'ayant plus effectivement suffisamment de choses à manger, se retournent vers les loutres de mer, bouffent les loutres de mer. Du coup, il y a plus d'oursins. Et comme il y a plus d'oursins, ils mangent davantage les algues. Et comme il y a moins d'algues, eh bien, les stocks de poissons diminuent. Et vous voyez la boucle infernale. Comme les stocks de poissons diminuent, les pêcheurs vont en pêcher encore plus, etc., etc. Vous voulez que je vous le refasse, hein? Pour ceux qui... Pardon. Allez, on y va. Hein? Voilà, donc les orques bouffent les loutres diminuent, les oursins augmentent, les algues diminuent, donc il y a moins de poissons. Et donc les pêcheurs repêchent, et je ne vous le fais pas deux fois parce que maintenant vous avez compris. D'accord, bien. Alors pourquoi effectivement il y a cette incertitude sur le comportement des écosystèmes? Eh bien effectivement déjà cette question de notre faible connaissance de l'écologie des espèces, et en particulier le fait qu'ils vont s'adapter de manière assez différente à ces événements, et c'est ce qu'on appelle les phénomènes de découplage trophique, hein. C'est-à-dire le fait que souvent quand la ressource alimentaire s'adapte, souvent les proies ont des cycles vitaux beaucoup plus rapides que les prédateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire une ou plusieurs générations par an, ce qui veut dire qu'ils vont s'adapter plus vite. Et ça veut dire que les périodes de coïncidence entre les ressources alimentaires et ceux qui les utilisent, on a les mêmes phénomènes sur les oiseaux, eh bien il y a un décalage. Or, vous savez que le drame d'un oiseau, ou d'un poisson d'ailleurs, c'est qu'il faut qu'il ponde son œuf au moment qui fera que lorsque le petit sortira, il y aura à manger. Bon, pas évident, hein. Si vous prenez un saumon, il a calculé qu'il fallait qu'il vienne dans les rivières quand il faisait froid pour que les petits sortent et puissent trouver à manger au moment du printemps.
Quand il y a découplage trophique, eh bien, il y a ces phénomènes que, effectivement, eh bien, la ressource est passée, c'est-à-dire que quand les petits de poissons ou d'oiseaux cherchent à manger, eh bien, cette ressource a déjà, c'est-à-dire les chenilles sont déjà devenues papillons, ou le phytoplancton a déjà été mangé par du zooplancton, etc. Et donc ce phénomène, effectivement, de décalage dans les adaptations fait que certaines espèces, et Bruno David a beaucoup insisté là-dessus, peuvent disparaître dans le silence général, c'est-à-dire que ce n'est pas des hécatombes, c'est effectivement le fait que les effectifs vont diminuer progressivement. Une autre question, effectivement, qui est importante, c'est quelles sont les capacités d'adaptation sur place, c'est-à-dire est-ce que les espèces vont s'adapter localement ou est-ce qu'elles vont migrer ? Et alors, quand on regarde effectivement empiriquement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ce que vous avez en orange, c'est à peu près la vitesse de remontée d'un climat donné, c'est-à-dire le fait qu'en gros, les mêmes climats remontent d'à peu près 14 km par an vers le nord. Et puis, vous avez deux groupes d'espèces très mobiles, les oiseaux et les papillons, et vous voyez que ces groupes remontent, alors pour les papillons, à peu près 5 km par an, et pour les oiseaux, à peu près 2 km par an. Donc ça veut dire que ces espèces ne suivent pas le changement, enfin, la remontée vers le nord du changement climatique. Et donc deux hypothèses, ou bien c'est parce qu'elles peuvent en partie s'adapter sur place, dans une certaine limite, ou bien c'est qu'effectivement elles rencontrent, en migrant vers le nord, d'autres problèmes de compétition, de maladies ou autres, qui fait que ça constitue, ça limite leur capacité de migrer. Et dans ce cas-là, ça serait une plus mauvaise nouvelle. Et pour faire la part entre ces deux hypothèses, c'est pas évident. Et puis, dernier point sur effectivement cette question qu'on a évoquée, c'est ce comportement non progressif des écosystèmes, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que les écosystèmes s'adaptent, et puis d'un seul coup, il y a ces phénomènes de basculement. Alors, deux exemples de basculement. Un qui est bien maintenant documenté, c'est les grandes forêts de Colombie-Britannique, donc qui sont effectivement des puits de carbone parce que les conifères fixent du carbone toute l'année et donc qui étaient considérés comme des puits de carbone. Et qu'est-ce qu'on voit arriver depuis quelque temps ? Eh bien, c'est des zones qui sont de plusieurs centaines de milliers d'hectares qui virent au rouge. Alors ça, c'est pas l'été indien, c'est des conifères, donc ça veut dire que c'est du dépérissement. Et pourquoi ? C'est parce que le réchauffement climatique a favorisé la migration vers le nord d'un petit mangeur d'aiguilles de conifères, qui est le dendroctone, et donc qui a été limité plutôt à des forêts du sud et qui est en train de ravager ces forêts. Et là aussi, on a un phénomène non pas de boule de neige, mais plutôt de boule de feu, c'est-à-dire que les aiguilles tombant au sol et les sapins ayant perdu leurs aiguilles, d'une part, il n'y a plus d'évapotranspiration, ce qui veut dire que la température moyenne de la forêt augmente. D'autre part, le rayonnement solaire peut arriver au sol, et comme les sols sont noirs, ça veut dire que ça fait corps noir, donc ça réchauffe les sols. Donc les dendroctones passent mieux l'hiver, etc., etc. Donc là, vous voyez aussi, on déclenche un phénomène un peu catalytique. L'autre exemple chez les poissons qui me sont chers, c'est ce phénomène effectivement des niveaux trophiques. Alors qu'est-ce que c'est que ce graphe ? Eh bien, en gros, un niveau trophique de 2 à 5. Le niveau 2, c'est les poissons qui mangent du phytoplancton. Le niveau 3, c'est des poissons qui mangent du zooplancton qui a mangé du phytoplancton. Le niveau 4, c'est des poissons qui mangent des poissons qui ont mangé un anaxa. Vous avez compris. Donc, c'est des niveaux de plus en plus complexes dans les chaînes alimentaires. Et qu'est-ce qu'on constate effectivement dans les écosystèmes ? C'est que du fait de la pêche, on a une diminution du niveau trophique moyen des captures. Autrement dit, qu'on a commencé par pêcher et surpêcher les grands prédateurs, les thonidés, etc. Et on voit arriver des captures non seulement de plus en plus petites en taille, mais également des niveaux trophiques de plus en plus bas. Et on peut se dire finalement, c'est une adaptation du système. Et alors, pour vous donner un exemple de à quel point on a pu vider les océans, vous avez ici une reconstitution, donc c'est le millénium, des tonnes de poissons par kilomètre carré en 1900 dans l'Atlantique Nord. Donc vous voyez, c'est une échelle qui varie entre 1 et 10 tonnes par kilomètre carré. Et voici la situation en 2000. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a bien vidé. Et puis on peut se dire, finalement, il en reste, etc. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître au bout d'un moment ? Eh bien, c'est que la pêche ne ressort des filets que des méduses. Qu'est-ce qui s'est passé ?
eh bien, effectivement, tant que vous aviez des gros poissons, les poissons pouvaient manger les méduses, en tout cas les larves et les petites méduses. Lorsque c'est l'inverse et que les poissons deviennent petits, eh bien, ils sont pris dans les filaments urticants des méduses et c'est les méduses qui se mettent à manger les poissons. Bon. Or, il faut bien se rappeler que dans l'océan, les poissons sont arrivés relativement tardivement. Hein, les poissons qu'on connaît, c'est 400 millions d'années. Alors vous me direz, ça fait longtemps, mais enfin disons que l'océan a fonctionné en gros entre 2 milliards d'années et puis 400 millions d'années sans poissons, ou pas beaucoup. Et donc c'était des écosystèmes qui tournaient rapidement avec un cycle production primaire, un peu de zooplancton, méduses et puis minéralisation. Et bon. Donc l'océan, il reprend ses vieilles habitudes. Hein, il sait tourner sans poissons. Et donc, le cycle du carbone, le cycle de tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne, à part qu'à moins de trouver une valorisation alimentaire des méduses, eh bien, il n'y a plus rien à bouffer. Et vous avez donc ici un phénomène de basculement qui fait qu'une fois qu'on a basculé, eh bien, on ne sait pas faire le chemin inverse, et je reviendrai sur ce point. Voilà, donc vous voyez effectivement que ce système que j'ai présenté, il est plein d'inconnus. Et on va en venir maintenant, je regarde ma montre, ça va, on est dans les temps, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait. Alors, rassurez-vous, je ne vous apporterai pas la solution. Hein. C'est seulement des éléments, des pistes hein, qu'il vous appartient de creuser si elles vous plaît. Alors, je commencerai par deux principes. Hein. Le premier, c'est dire que ce n'est pas une fatalité. Autrement dit que si on veut, on peut. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a un genre littéraire qui se développe énormément. C'est tout ce qui tourne autour de la collapsologie, les effondrements, et puis ce qu'on appelle les dystopies, c'est-à-dire au contraire des utopies, c'est des utopies négatives. Et donc, effectivement, tous les éditeurs aujourd'hui disent « Coco, il faut absolument que dans ma collection, j'ai un truc sur les effondrements ». Bon, donc il y a des nègres qui font des bouquins sur les effondrements, voilà. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui se complaisent dans la sinistrose et qui se vautrent dans les effondrements avec volupté. Bon, surtout quand ils visent bien. Hein. Et le fait de dire, mais non, ne nous laissons pas attirer par ces sirènes de ces foutus, etc., et éventuellement on va se transformer en Superman et on va aller sur une autre planète, hein, attention à ça, quoi. Et donc le fait de dire, mais non, mais si on veut, on peut, et il faut raconter des histoires. Alors je vous en donne quelques-unes. Ça, c'est le nombre d'espèces de poissons dans la Seine à Paris. Vous voyez que dans les années 60, il restait 3 espèces de poissons, essentiellement des cyprinidés. Hein. Aujourd'hui, on en a 10 fois plus. Hein. Ben pourquoi? Ben parce qu'il y a 40 ans, on a décidé de créer des agences de l'eau, de dire qu'elles auraient des budgets année après année pour agir, et puis que lentement, patiemment et autres, même s'il y a encore du travail, eh bien, elles ont amélioré la qualité du système et les peuplements piscicoles sont revenus. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, là aussi, de ce qui s'est passé, ce que vous avez à gauche, c'est effectivement le profil de concentration d'oxygène dans la Seine entre Paris et puis Rouen. Alors, regardez tout d'abord la courbe en bleu, hein, celle de 1874. Vous voyez effectivement que quand même déjà à Paris, où il n'y avait pas tellement d'épuration et autres, il y avait quand même un méchant pic négatif d'oxygène, mais que ça se rétablissait relativement vite. Autrement dit, une fois passé Paris, ça se réoxygénait et on avait effectivement sur l'essentiel du cours aval des concentrations d'oxygène qui étaient de l'ordre de 6-7 mg par litre, donc ce qui est confortable pour des poissons. Puis ensuite, vous avez la courbe 1970, ça c'est donc la courbe en rouge. Eh bien, vous voyez effectivement que la traversée de la Seine à Paris, c'était devenu un milieu complètement anoxique. Pour ceux qui s'en rappellent, vous vous rappelez qu'on faisait buller de l'oxygène dans la Seine à Paris pour réussir à garder quelques milligrammes d'oxygène. Hein. Et puis qu'effectivement, non seulement on passait par un point zéro, mais qu'effectivement, on retrouvait pratiquement jamais des niveaux confortables d'oxygène. Et puis vous avez en 2010 la courbe. Hein, c'est la courbe verte. Et vous voyez effectivement il y a encore effectivement le petit accroc. Et vous avez peut-être entendu parler de l'incendie de la station d'Achères. Donc là, c'est en train d'aller pas très bien, mais c'est un incident. Mais effectivement, vous voyez qu'on a retrouvé des situations sympathiques. La photo que j'ai prise ici, là, c'est le 3 juillet, la Seine à Paris.
eh bien, vous voyez qu'on retrouve effectivement des végétations rivulaires, qu'on voit des oiseaux piscivores, ce qui veut dire comme ils ne sont pas cons, ça veut dire qu'il y a des poissons. Hein, et donc, effectivement, qu'il y a une certaine reconquête de la qualité du milieu. Donc, ça veut dire que quand on veut, on peut. Deuxième exemple que je vous donnerai, c'est la grande histoire du lac Léman. Le lac Léman, donc lac glaciaire oligotrophe, donc avec de faibles concentrations d'éléments fertilisants, et donc avec des espèces reliques glaciaires comme l'omble chevalier, les corégones, etc. Et un lac très profond, puisque vous savez que le temps de résidence de l'eau dans le Léman, c'est de l'ordre, la demi-vie, c'est de pas loin d'une centaine d'années. Donc c'est un lac qui a une certaine inertie. Et puis effectivement, qu'est-ce qui se passe dans les années 60 ? Eh bien, on voit monter la teneur en phosphore. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'urbanisation et pas de station d'épuration, donc ça veut dire le phosphore humain arrive dans le lac, qu'on développe l'agriculture et que donc en particulier on met des engrais phosphorés plus importants, et puis les fameuses lessives Chéra-Coluche qui lavaient plus blanc que blanc, hein, c'était les lessives au polyphosphate, hein, et donc effectivement les phosphores des lessives se rajoutent à tout ça. Et ça monte, et puis et on voit effectivement qu'un certain nombre d'espèces comme l'omble chevalier, le brochet, un peu moins la truite parce qu'elle pouvait se réfugier dans les rivières, eh bien, dégringole énormément. Et puis, dans les années 70, peut-être parce que c'est un lac transfrontalier et que nos amis suisses commençaient à nous titiller fortement, toute une série de politiques, interdiction des phosphores dans les lessives, mise en place effectivement de stations d'épuration, etc., etc. Et vous voyez effectivement qu'on redescend, on entame cette descente, et on a retrouvé, le point s'arrête à 2012, mais l'an dernier, on a effectivement retrouvé des niveaux de phosphore qui nous ramènent dans la zone oligotrophe. La leçon de ça, c'est d'une part que effectivement ces systèmes ont une inertie qui fait que quand on veut agir, il faut être patient, il faut être obstiné mais patient. Et ce qui est plus intéressant, c'est que... et vous voyez qu'on a vu revenir l'omble chevalier, le brochet. Ce qui est assez intéressant, c'est que les écologistes maintenant sont en train d'étudier un peu finement la structure du peuplement et de piscicoles et des espèces qui vont avec, et que comme on avait des données dès les années 60 de la structure de ce peuplement, eh bien, on se rend compte qu'il a évolué entre-temps, c'est-à-dire que les espèces qui ont réussi à survivre se sont un peu adaptées, et que ce n'est pas tout à fait le même écosystème qu'avant. Et ça va être assez intéressant. Et là, j'insiste beaucoup, non pas parce que j'étais chef de département pendant... Alors, vous pourrez dire, j'étais chef de département pendant la période où il y avait plus de phosphore, donc je ne garde pas une... Bon. Mais effectivement, on a là une séquence longue et extrêmement bien documentée. Et on voit bien combien on a peu de ces séries longues et bien documentées d'évolution d'un milieu et de réadaptation après restauration. Mais là aussi, il faut être prudent. Je vous ai donné l'exemple des océans tout à l'heure. Ce qu'on a pu faire sur un milieu relativement limité et sur une quarantaine d'années, eh bien, et avec des efforts importants, il faut bien voir que sur des milieux beaucoup plus larges comme les océans, ce phénomène de réversibilité et de retour à un état initial, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile. L'autre leçon qu'on a vue, c'est que on sait assez bien à quel niveau de concentration en phosphore le lac a basculé dans cet état de purée de pois, donc eutrophe. Et ce qu'on voit, c'est qu'il a fallu descendre dans la courbe de descente à des niveaux de phosphore beaucoup plus bas pour qu'il rebascule en sens inverse. Alors vous savez qu'en physique, on parle d'hystérésis avec ces courbes qui ne suivent pas le même chemin à l'aller et au retour. On a typiquement ça, c'est-à-dire qu'il a fallu vraiment sevrer le lac qui avait accumulé dans les sédiments des réserves de phosphore importantes pour le faire basculer à l'envers. Ce qui veut dire que même si on sait faire basculer à l'envers, parfois c'est plus difficile que de les faire basculer dans le mauvais sens. L'autre exemple que vous connaissez, c'est ce fameux castor. Hein. Castor, XIIe siècle, une espèce hyper abondante en Europe, mais surexploitée pour des tas de raisons que vous connaissez, parce que c'était une bête qui avait le mauvais goût d'avoir des tas de ressources qui intéressaient les gens. Quasi disparition, effectivement, au début du XXe siècle. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait en 1909 ? Eh ben, on a tout simplement interdit de chasser le castor.
hein. Et vous avez ici ce travail, effectivement, qui a été fait sur la reconquête du bassin du Rhône par le castor. Il était pratiquement résiduel complètement dans le sud, au niveau du Petit Rhône, et puis progressivement, vous voyez qu'il remonte, et donc il a reconquis, et puis on est en train de le voir réapparaître dans un certain nombre d'endroits. Donc, encore une fois, hein, raconter des histoires montrant que quand on essaye de faire les choses bien, qu'on prend le temps et les moyens, eh bien, on peut. Deuxième point, disons, de principe, c'est que, vous savez que le principe de précaution, il est né à propos des problèmes de pollution de la mer du Nord, hein, donc à propos des problèmes d'environnement, et il faut revendiquer vigoureusement, hein, surtout par rapport à des gens qui continuent à dire qu'il faudrait le supprimer de la Constitution, il faut revendiquer vigoureusement l'application de ce principe de précaution. Parce que qu'est-ce qu'il dit, le principe de précaution ? Il dit justement que si on est en face de risques graves et irréversibles pour l'environnement, hein, qu'effectivement, il y a des incertitudes, eh bien, en gros, il dit l'incertitude n'excuse pas l'inaction. C'est-à-dire que les décideurs doivent prendre des mesures proportionnées pour effectivement éviter cette menace, et des mesures qui ont pour but, d'une part, de ne pas attendre que la science ait tout dit, mais en même temps d'encourager la science pour qu'elle améliore un peu sa connaissance des choses. Donc on est vraiment en pleine application orthodoxe, parce que souvent on dit j'ai appliqué le principe de précaution, mais en fait c'est pas ça du tout. Mais là c'est vraiment la vraie définition du principe de précaution, et le fait de tanner tous les décideurs en disant mais vous devez, puisqu'il s'applique aux décideurs publics, je vous rappelle, hein, les décideurs publics doivent prendre des mesures. Hein. C'est pas ils peuvent, ils doivent. Hein. Et ça veut dire effectivement qu'il faut en même temps améliorer la connaissance, mais aussi agir. Et maintenant, on va parler un peu de l'action. Alors, sur la connaissance, effectivement, c'est toute la question des observatoires, hein, et donc de suivre effectivement ce qui se passe. Mais ce qui me semblerait important, c'est qu'on ait des observatoires que j'appelle socio-écologiques, c'est-à-dire qu'on se pose la question non seulement de comment évolue la biodiversité, mais comment les gens évoluent, hein, dans leurs attitudes, dans leurs représentations, etc. Et donc, effectivement, peut-être combiner avec des questions qu'on répéterait, peut-être pas chaque année, mais assez régulièrement, pour voir effectivement comment à la fois le système social et le système écologique évoluent. Autre chose qui me semble importante et à faire passer dans la tête des gens, c'est qu'il faut accepter d'expérimenter. Autrement dit, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais faire passer l'idée que la nature, c'est quand même quelque chose qui... sur lequel on ne sait pas tout et qui n'est quand même pas un vase de Chine. Et donc, le fait de dire, oui, des fois, on va faire des expériences et puis on va voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Il faut faire passer cette idée que ce n'est pas scandaleux d'expérimenter, encore une fois, en ayant bien réfléchi à ce qu'on fait, pour voir si, effectivement, des aménagements fonctionnent ou pas. L'autre chose qu'il faut faire passer, et qui va être peut-être difficile en France, c'est que les stratégies de protection doivent être adaptatives, et donc doivent pouvoir éventuellement se déplacer dans le territoire. Et ça, effectivement, on voit bien que commencer à faire passer cette idée qu'il faut être intelligent et adaptatif, et qu'effectivement, on sera peut-être amené à étendre progressivement ou à protéger de nouvelles zones parce qu'on repère qu'effectivement, c'est là maintenant que les enjeux se passent. Sinon, on risque fort d'avoir effectivement des zones protégées qui ne protègent plus grand-chose parce que effectivement les espèces sont parties ailleurs. L'autre principe pour l'action, c'est effectivement de se rendre compte, souvent on dit, voilà, il y a des tas d'espèces qu'on ne connaît pas, et quand on dit ça aux gens, ils pensent tout de suite les endroits exotiques, la forêt amazonienne et autres. Or, il faut faire passer l'idée que même notre faune et notre flore de métropole, eh bien, il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. Et je vous prends un exemple du muséum il y a peu de temps, qui a montré en fait qu'il n'y avait pas en France un brochet, mais 3 espèces de brochets. Donc ça avec des données moléculaires et autres. Et une fois effectivement qu'on a vu ça avec des données moléculaires, on dit ah oui, mais quand même maintenant on sait, il y en a un qui a le nez un peu plus comme ci, et donc on peut trouver des caractères distinctifs. Alors, ce n'est pas uniquement pour faire une belle publication, c'est qu'effectivement, si au lieu d'avoir une espèce de brochet, on en a 3, ça veut dire d'une part que l'impression d'abondance
peut être un peu fausse, c'est-à-dire c'est de l'abondance de l'ensemble des 3 espèces, mais il peut y en avoir certaines qui sont plus menacées que d'autres. Et puis d'autre part, on sait que sur les rivières françaises, on repeuple beaucoup, et que le fait effectivement de ne pas faire attention à cette structure biogéographique et de dire bon, le brochet c'est du brochet, j'en achète là où il est le moins cher et puis je le mets quelque part en France, eh bien on peut faire des bêtises, ça déclencher des hybridations et donc diminuer les adaptations locales. Et on a aujourd'hui des tas d'exemples pour des espèces qu'on croyait bien connaître et que les pêcheurs utilisent, que ce soit effectivement les brochets, les truites, etc., dans lesquels effectivement on a une structuration géographique très fine. Et en plus, elle est pas forcément intuitive. Si vous randonnez, par exemple, si vous faites le tour de l'Aubrac, il y a un petit endroit, un petit pont là dans un vallon, et il y a une rivière dont la source est à gauche et une autre qui la source est à droite. Eh bien, l'une des rivières arrive finalement dans l'Atlantique et l'autre rivière finit ses jours dans la Méditerranée. Eh bien, à 100 mètres de distance, la différence entre les deux populations de truites est infiniment plus importante, il y en a une qui est la souche méditerranéenne, l'autre qui est la souche atlantique, est infiniment plus importante quand une truite atlantique du Pays Basque et une truite atlantique de la Normandie. Donc effectivement, il faut avoir cette cartographie fine de biogéographie qui n'est pas du tout intuitive, et parce qu'il faut faire appel à des notions effectivement d'histoire biogéographique qu'il faut mettre en avant. Autre chose effectivement qui me semble importante, c'est que quand on veut faire connaître la biodiversité, eh bien, il faut vraiment la faire connaître en mobilisant tous les sens. Je pense qu'il faut, et on en parlait un petit peu hier soir, effectivement cette idée que la biodiversité, non seulement ça se raconte, mais ça se sent, ça se touche, ça se goûte, etc. Je crois qu'il faut effectivement trouver les voies d'une reconquête sensorielle de la biodiversité. Vous savez effectivement que, par exemple, quand des animateurs emmènent des gamins et leur font goûter de la terre aux grandes dames des parents en disant voilà, l'argile, c'est pas compliqué, ça colle à la langue, etc. Bon, il n'empêche que les gamins, ils comprennent infiniment plus les choses que quand on leur parle de la granulométrie des sols ou des choses de ce genre. Donc il faut effectivement se retrouver cette approche très, très physique, très sensorielle. Une autre piste, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de cette question de l'azote, et là aussi, stratégie sans regret, on l'a bien vu précédemment, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour réduire les pressions actuelles, et rappeler que toute la perte de biodiversité aujourd'hui ne doit rien au changement climatique. Il faut effectivement bien le dire, il ne s'agit pas du tout de nier les problèmes de changement climatique, mais il y aurait un certain risque à vouloir se focaliser trop sur ces changements climatiques qui sont encore à venir. Et le discours à tenir, c'est, si on veut que la biodiversité ait des chances de s'adapter au changement climatique, éliminons déjà le maximum des pressions actuelles, et comme ça, peut-être que ça se passera un petit peu mieux. Donc effectivement, il ne faut pas lever le pied de choses qui sont encore dans le domaine des pollutions, de l'exploitation et autres. On a parlé hier des gens qui continuent à vouloir chasser le courlis cendré ou autre truc. Eh bien, le fait de dire, non, éliminons toutes les pressions actuelles, même si elles nous semblent anodines, j'ai donné des exemples, et peut-être que comme ça, on pourra affronter les changements climatiques. Autre chose, effectivement, c'est ces fameuses infrastructures écologiques, c'est-à-dire le fait de mettre effectivement de mettre un peu partout des haies, des mares, etc. Et le message qui me semble important, c'est qu'il faut éviter de spécialiser la nature. Autrement dit, on voit bien que par rapport au changement climatique, il y a des gens qui voudraient que la nature se transforme en un gigantesque puits de carbone. Donc il faut absolument que la nature, dont on se foutait royalement jusqu'à maintenant, d'un seul coup dit on se court, il faut absolument qu'elle pompe du carbone. Et ça, c'est ce que j'appelle la dictature du carbone. Eh bien, il faut s'en méfier, c'est-à-dire dire non, quand on va mettre en place des aménagements de bord de rivière, des ripisylves, eh bien, il faut rappeler effectivement que ça sert à des tas de choses. Autrement dit, ça sert aux espèces à se déplacer, donc les notions de continuité écologique.
Ça fixe éventuellement du carbone, mais ça permet aussi de réguler les températures locales, donc avec effectivement l'évapotranspiration des arbres. Et puis ça permet d'épurer un certain nombre de polluants, les nitrates, les phytos, de lutter contre l'érosion, de se promener avec plaisir. Et donc effectivement, il faut vraiment rappeler sans cesse, et en particulier à des gens qui, après avoir construit beaucoup de choses bétonnées, s'intéressent à construire des infrastructures écologiques, mais en ayant dans leur tête peut-être la même, disons, la même culture de l'aménagement. Hein. Le fait de dire, ben non, c'est pas comme une route qui sert à faire rouler des bagnoles, hein. C'est multifonctionnel et il faut absolument que vous fassiez des aménagements en pensant à toutes ces fonctionnalités. Et puis l'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que très souvent, et j'ai fait allusion précédemment, des petites infrastructures écologiques auxquelles on considère comme assez secondaires peuvent en fait être extrêmement importantes. C'est l'exemple dans le bassin parisien de ce qu'on appelle les mouillères, c'est-à-dire ces espèces de mares temporaires qui, dans des zones assez plates, profitent de la moindre déclivité pour faire une mare temporaire quand il pleut à l'automne et qui s'assèche progressivement suivant les périodes entre avril et mai-juin. Et on s'est rendu compte en fait que c'est... Alors effectivement, les agriculteurs, quand ils voient ça, généralement ils ont déjà semé leur blé, donc ils disent « zut, ça va me faire crever mon blé d'hiver, je vais être obligé de ressemer au printemps ». Et donc à chaque fois qu'ils labourent, ils essayent effectivement d'éliminer ces mouillères. Bon. Ce qui est amusant, c'est qu'elles ressortent ailleurs d'ailleurs, donc la cartographie est dynamique. Et on s'est rendu compte en fait que pour beaucoup d'amphibiens, qui effectivement ont une partie de leur cycle dans la partie aquatique, mais qui ensuite repartent dans d'autres milieux, ça le suffisait à boucler le cycle. Hein. Et parce que vous savez effectivement qu'un certain nombre d'espèces d'amphibiens ne savent pas nager à l'état adulte. Hein. C'est-à-dire qu'ils savent nager à l'état de larve dans la phase aquatique, mais ensuite, quand vous voyez un crapaud que vous n'identifiez pas, le jetez pas à l'eau. Hein. Posez-le au bord de l'eau, il verra ce qu'il fait. Mais il y a un certain nombre d'amphibiens qui détestent l'eau. Hein. Ils aiment bien l'humidité parce qu'ils ont une peau effectivement qui transpire. Mais effectivement, et donc ça leur suffit à boucler leur cycle. Et ensuite, ils peuvent partir dans des prairies et autres et boucler leur cycle, y compris parfois pour la rainette jusqu'au sommet des arbres, puisque vous savez que c'est une espèce qui parfois grimpe dans les arbres. Et on va s'approcher de la fin. Je crois que je suis dans les temps à peu près. Je n'ai pas entendu le canard sonner là. Voilà. L'autre point qui me semble important, c'est effectivement de se dire, et j'en ai parlé, les espèces, bien sûr, elles peuvent éventuellement migrer pour chercher de nouveaux milieux, mais dans toutes les espèces, y compris la nôtre, migrer, c'est dangereux, c'est plein d'aléas. Hein. Et en plus, elles ne vont pas migrer dans des milieux vides, elles vont migrer dans des endroits où il y a déjà des espèces. Et comme elles vont migrer à des vitesses différentes, on va voir arriver des entités écologiques nouvelles que j'appelle des néo-écosystèmes, c'est-à-dire des espèces qui n'ont jamais été ensemble parce qu'elles étaient à différents endroits, mais qui vont se retrouver comme dans des espèces de camps de transit. Et le fonctionnement de ces néo-communautés, eh bien, on est bien normal de dire est-ce que ça va effectivement fonctionner ou est-ce qu'il va y avoir au contraire des interactions négatives liées au fait que tout le monde amène son cortège de virus, de bactéries, de bioagresseurs divers et variés. Et donc le message, c'est de dire ne tablons pas trop sur la migration et faisons tout ce qu'on peut pour favoriser l'adaptation sur place. Et donc ça veut dire effectivement d'abord bien comprendre, et j'en ai parlé, de ces facteurs qui limitent l'adaptation. Limiter effectivement les synergies en pression. Vous avez vu que pour la première fois en France cet été, dans le sud-est de la France, des préfets ont dit qu'on pouvait se passer des débits réservés de manière transitoire. Bon, ça c'est calamiteux. Hein. Or, effectivement, il va falloir combattre pour ces débits réservés, parce que le plus il va y avoir une tension sur l'eau, le plus on va dire, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que ces espèces qui sont dans les rivières, est-ce qu'elles ont vraiment besoin d'eau ? Par rapport à l'agriculture, par rapport au refroidissement des centrales nucléaires, par rapport à l'eau potable, ça va être le sauve qui peut. Et effectivement, qui est-ce qui va traquer ? C'est effectivement les usagers de la rivière qui, eux, ont besoin d'eau parce qu'ils vivent dedans, quoi. Mais, donc, il va y avoir, hélas, on va avoir à combattre fort dans ce domaine. Bon, alors ça, je passe. Mobiliser tous les métiers, là, je vais être un peu rapide pour aller vers ma conclusion. Et puis, le dernier point, c'est effectivement de dire souvent, vous savez,
un président de la République a dit l'environnement, ça commence à bien faire. Bon, ou parfois on dit écoutez, entre l'économie et puis l'environnement, il faut choisir. Entre le social et l'environnement, il faut choisir. Si vous voulez des emplois, vous ne pouvez pas en même temps protéger la nature. Enfin, il y a souvent une radicalisation du débat sous l'angle, effectivement, de toute façon, il faut choisir. Bon. Or, je pense qu'il faut dire non. Hein. On peut à la fois créer du capital ou du patrimoine social, c'est-à-dire du savoir-vivre ensemble, et en même temps apprendre à protéger la nature. Et par exemple, quand on associe tous les habitants d'une commune à un atlas de biodiversité communale, et qu'on leur apprend à découvrir et donc à s'approprier ce patrimoine naturel, eh bien, d'une part, on améliore notre connaissance de la biodiversité, et puis d'autre part, on permet aux gens de discuter et puis d'apprendre à vivre un peu plus ensemble. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que même si on est inquiet sur les conséquences des changements climatiques sur la biodiversité, les conséquences des changements climatiques sur la société et le risque effectivement d'éclatement des sociétés avec du chacun pour soi face à l'urgence, eh bien tout ce qu'on aura pu faire pour effectivement développer du savoir-vivre ensemble, c'est du capital pour demain et c'est aussi important que le capital naturel. Alors, deux éléments de conclusion, ce que j'appelle la slow écologie, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, et là aussi c'est un peu contraire à l'humeur du temps, réhabiliter le temps long. C'est-à-dire expliquer qu'effectivement, investir dans l'écologie, eh bien, on ne sait pas planter des vieux arbres, on ne sait pas effectivement faire pousser les arbres plus vite qu'il ne faut, et entre le moment où on va planter une haie et puis le moment où effectivement on va voir s'installer dans les trous des vieux arbres un certain nombre d'espèces de chauves-souris et compagnie, eh bien, il faut du temps. Hein, et je vous livre ce proverbe chinois, du jour c'est un proverbe chinois, mais je ne sais pas. Hein, ce qu'une femme fait en 9 mois, eh bien, 9 femmes ne le font pas en un mois. Et puis, le deuxième point, c'est effectivement à quel point on est encore sur le modèle prométhéen, hein, c'est-à-dire sur ce modèle dans lequel, effectivement, le projet humain, hein, eh bien, c'est de maîtriser la nature et de défier les dieux. Hein. Autrement dit, on est encore sur cette logique de maîtrise de la nature. Alors, je n'ai pas le temps de vous raconter la vraie histoire de Prométhée. Hein. Si on a le temps, on en reparlera. Hein. Hop. Mais je vous livre pour terminer donc, ce texte de Claude Lévi-Strauss. Hein. Alors, pour les jeunes, ce n'est pas un fabricant de Lewis, c'est un anthropologue. Hein. Et donc Claude Lévi-Strauss, en 1962, donc ça commence à faire, hein, après avoir bourlingué à travers le monde et décrit effectivement un ensemble de sociétés qui commençaient déjà à s'effondrer. Hein, Triste Tropique, ça vous dit peut-être quelque chose, donc des ouvrages de ce genre. Je vous laisse lire sa définition de l'humanisme. Hein. Donc ça, c'est 1968. Hein. En ce siècle où l'homme s'acharne à détruire d'innombrables formes vivantes, jamais il n'a été plus nécessaire de dire qu'un humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même, mais place le monde avant la vie avant l'homme, le respect des autres êtres avant l'amour-propre. Et donc il enchaîne, et même un séjour d'1 ou 2 millions d'années sur cette terre ne saurait servir d'excuse à une espèce quelconque, fût-elle la nôtre, pour se l'approprier comme une chose. Et je trouve que c'est d'une totale actualité, ce texte de Claude Lévi-Strauss. Merci de votre attention. Bien, merci beaucoup, Monsieur Chevassus, de ce petit cours magistral. On a le droit, on a le temps, hein, 2-3 questions. Est-ce que vous avez des interactions, des questions? Profitez-en. Yves Robert, je voulais vous poser une question sur ce que vous avez bien expliqué. Le fait que c'est un problème culturel, notre rapport avec la nature, et que donc l'enseignement a un rôle fondamental à ce niveau-là. Et je voulais savoir quelle est la présence réelle des naturalistes et à la fois des écologistes dans cette réflexion sur l'éducation,
et plus prosaïquement dans les institutions actuelles qui définissent les programmes? Je dirais que je ne sais pas si on peut faire un jugement, enfin, en tout cas moi je n'ai pas de vision générale. J'ai l'impression que ça dépend beaucoup de la dynamique des rectorats et des conseillers pédagogiques. Bon, moi j'interviens dans un certain nombre d'académies de l'Île-de-France parce qu'il se trouve qu'il y a effectivement des conseillers pédagogiques qui ont compris cet enjeu. Mais que le message national, d'une certaine manière, il est peut-être moins fort. Mais c'est vrai que d'une part, moi, ce que je constate, c'est que, vous savez, si vous êtes enseignant, qu'il y a un catalogue de formation, etc. Et je constate qu'il y a énormément de gens qui viennent. Que d'autre part, il faut reconnaître que moi j'ai fait quand même quelques années d'études naturalistes. Tout ce que je vous ai raconté, on ne me l'a pas appris au lycée, et même après. Je vous prends juste un exemple. Moi, on m'a appris que dans la profondeur des océans, en dessous de 600 mètres, c'était ce qu'on appelait la zone azoïque. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de vie. Bon. Et donc ça veut dire que beaucoup d'enseignants, pour eux, même s'ils ont fait des naturalistes et a fortiori s'ils sont venus d'une autre filière, il y a un vrai déficit de connaissances et une vraie crainte de mais comment je vais raconter ça, et donc leur fournir des endroits où on peut dire nous on vous dit pas comment vous allez le raconter, mais on essaye de vous dire ce qu'il faudrait raconter, quoi. C'est extrêmement riche, et ça marche bien. Donc il y a une appétence pour ces questions dans le corps enseignant. Alors vous me direz, ceux qui ne viennent pas, je ne les vois pas, mais... Bernard, si tu me permets un complément, je dirais qu'il y a tout ce que tu dis malgré les programmes. C'est-à-dire que quelque part, oui, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'appétence dans les collèges, dans les lycées, mais qui à aucun moment n'ont un cadre de programme. Et c'est important dans le secondaire, les programmes, parce que les gens sont, par les inspections, soumis à les suivre. Si tu vois la place de l'écologie, elle est ridicule. C'est quelques heures, je crois, en première. En collège, c'est pratiquement à la libre décision de chacun. Donc oui, tout ce que tu dis est vrai, malgré un cadre qui n'est absolument pas approprié à l'enseignement de la complexité telle que tu l'as présentée là, et de façon magistrale. Alors, en plus, moi je pense de plus en plus que la question, c'est pas la pensée écosystémique, c'est la pensée systémique. Et que le fait que non seulement les gens des sciences naturelles, mais les gens des sciences humaines, les gens des maths, les gens de la physique et autres, discutent entre eux de comment faire passer cette idée que lorsqu'on agit sur un point d'un système, que ce soit un système social, un système écologique, un système économique, eh bien, tout va bouger. Et donc, il faut avoir cette idée, effectivement, et alors je passe les énarques, Sciences Po et compagnie, qu'effectivement, on introduit une perturbation, et donc il faut essayer de penser qu'on introduit une perturbation dans un système dynamique et avoir cette représentation systémique. Je pense qu'il ne faut pas réserver ça aux profs de sciences nat, quoi. Il faut vraiment en faire une question générale. Oui, Carteron, on a envie de vous entendre encore un peu. Pouvez-vous nous raconter la véritable histoire de Prométhée? Je ne sais pas, j'ai le temps? Non, Allez, voilà. Alors, quelle est la véritable histoire de Prométhée? Prométhée était un titan. Et il avait deux frangins. Il y avait celui qui tenait la terre sur son dos, aux colonnes d'Hercule. Et puis il avait un autre frangin qui s'appelait Épiméthée. Et un jour, effectivement, Zeus leur dit il faut s'occuper un petit peu de tous ces êtres vivants. Donc je vous donne un grand sac dans lequel vous aurez des plumes, des griffes, des poils, etc. Et vous allez équiper tous les animaux de la terre pour qu'ils puissent vivre et se défendre. Bon. Et c'est Épiméthée qui a fait le boulot.
Hein. C'est-à-dire qu'il a vu arriver les lions, les tigres, les gazelles, etc. Et à chaque fois, il essayait de leur mettre une plume pour se sauver, enfin, etc. Vous imaginez. Pendant ce temps-là, Prométhée regardait. Hein. Et puis, voilà qu'apparaît un peu à la traîne, parce qu'effectivement, comme il était tout nu puis qu'il ne courait pas vite, il a peut-être été un peu à la traîne, apparaît ce petit bonhomme tout nu. Et Épiméthée dit, il ouvre son sac, il dit « Zut, j'ai plus rien ». Alors il y a Prométhée qui se lève enfin de sa torpeur et qui dit on est mal quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je vais aller piquer le feu aux dieux. Hein. Et donc effectivement, d'où cette aventure où il a été piqué la foudre à Jupiter, qui lui en a valu à mort, etc. Il sera Prométhée. Bon. Mais ça veut dire qu'il y avait deux personnes dans cette affaire. Et alors, quand on dit qu'on est les enfants de Prométhée, vous savez, on est les descendants de Prométhée, maîtrisant... En fait, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Prométhée a trouvé une nymphe, hein, qui s'appelle Pronaïa. Bon, je ne sais pas ce que vous pensez, mais enfin, a priori, ça fait pas très bling-bling. Par contre, Épiméthée, lui, il a repéré l'apparition de la première femme qui s'appelait Pandore, et qui arrivait avec sa boîte. Voilà, ce qui était quand même beaucoup plus sympa. Hein. Et tous les deux, hein, ils ont eu des enfants. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un garçon qui est né de Prométhée, qui s'appelait Deucalion, et puis Pyrrha, donc de l'union de Pandore. Et en fait, nous sommes tous les descendants à la fois de Prométhée et d'Épiméthée. Donc il faut réhabiliter Épiméthée, qui a fait l'essentiel du boulot, qui n'est pas passé à la postérité, et de même qu'il faut réhabiliter toutes les femmes qui se sont fait piquer le prix Nobel par des hommes, et je pourrais vous raconter des tas d'histoires dans ce domaine, il faut effectivement réhabiliter ce titan qui a effectivement pris soin de la nature. Voilà la petite histoire de Prométhée. Encore, est-ce que je peux me permettre une question encore, s'il te plaît, Guy Perretz. Le discours que j'ai entendu, il est très, très, très sympathique, très agréable. Simplement, j'ai trouvé qu'il était un petit peu franco-centré, à savoir, si je prends le simple exemple du principe de précaution, il est effectivement dans la Constitution française, on a quelquefois même du mal à le faire appliquer. Est-ce qu'il y a des échanges et des instances au niveau international qui essayent de prôner ce type de vision et si vous en avez un peu l'expérience? Il y a deux niveaux. Il y a le niveau Europe communautaire, dans lequel la définition est très similaire à celle de la France. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est vraiment un principe communautaire. Ensuite, il y a effectivement une ambiguïté par rapport au reste du monde, et en particulier par rapport aux États-Unis, puisque si vous lisez le protocole de Carthagène notamment, etc., les diplomates, qui sont souvent très bons pour trouver ce genre de trucs, il y a un texte en français qui a été traduit dans lequel on parle du principe de précaution, et puis la version anglaise parle du precautionary approach, l'approche de précaution, qui, je vous passe les détails, n'a pas grand-chose à voir avec le principe de précaution. Et les diplomates sont tombés d'accord pour dire que ces deux textes sont d'égale valeur. Bon. Donc, effectivement, parce qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin, il n'y avait pas de gens qui pouvaient... Mais effectivement, ça, je l'ai regardé d'un peu près, l'approche de précaution est en fait une approche dans laquelle on prend en gros l'intervalle de confiance et donc on prend... deux écarts types par rapport à la norme pour effectivement prendre en compte les incertitudes, mais ça ne prend en compte que les incertitudes probabilisables à la limite, c'est-à-dire une incertitude déjà bien maîtrisée. Donc voilà où on en est. Hein, très... Bien, merci. Donc maintenant...